fait comme si c'était un vrai webinaire quand même. Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar où nous allons traiter donc le thème suivant, hein, comment vendre les meilleures sociétés high-tech. J'entends par high-tech des entreprises qui proposent des produits ou des services donc autour des nouvelles technologies, typiquement les éditeurs de logiciels, les constructeurs informatiques, les sociétés de services, donc les SS2I, ainsi que des intégrateurs ou des revendeurs. Donc je m'appelle Thibaut Chambon, je suis commercial chez Ecosystem depuis plus de 2 ans et demi et j'ai eu la chance, de par mon métier et de par l'activité que nous avons chez Ecosystem, de rencontrer un grand nombre de directeurs commerciaux, marketing ou de direction générale et de discuter avec eux de leur organisation, de leur stratégie, de la manière dont ils prospectent, de la manière dont ils qualifient les leads ou qu'ils travaillent les opportunités. Et en prenant un peu de recul donc, sur ce travail, et en échangeant avec mes collègues, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de pattern commun, une trame commune à toutes ces entreprises qui performent dans ces différents thèmes, hein, que sont finalement qualifier un leads, une piste, prospecter, travailler ses opportunités et bien sûr closer. Donc aujourd'hui, l'objectif, hein, c'est de vous faire un retour d'expérience donc sur finalement toutes ces organisations avec lesquelles nous avons pu travailler ou échanger, afin donc dans un premier temps de vous présenter quelque part l'organisation commerciale par excellence, ce vers quoi il faudrait tendre. On parlera, j'imagerai tout ça donc par des exemples concrets, hein, des organisations commerciales et marketing d'entreprises avec lesquelles nous travaillons. On fera un focus sur les commerciaux, donc on distinguera les commerciaux sédentaires et terrain. Je vais y revenir un petit peu plus loin pour la définition donc de ces deux types de commerciaux. Et ensuite, finalement, comment ces entreprises-là qui performent, qui excellent donc qui excellent commercialement, comment elles ont accéléré leur prospection, quelles sont les méthodes, quels sont les outils qu'elles ont pu mettre en place, mais aussi bien donc pour la prospection que pour le travail des opportunités. Et on finira par le partage de 2 success stories, Oracle et SQLi, qui sont 2 entreprises avec lesquelles j'ai la chance de travailler. Et c'est vrai que je tenais un petit peu à vous partager finalement ces succès qu'on a pu avoir avec ces 2 entreprises. Donc, pour imager tout cela, je vais vous parler tout d'abord de 4 organisations de nos clients pour bien resituer les choses dans leur contexte et peut-être vous permettre aussi de vous identifier donc, dans une de ces organisations-là. Donc les 4 organisations qui ont été choisies, hein, on a pris d'un côté 2 éditeurs de logiciels et de l'autre 2 sociétés de services informatiques. Donc à gauche, pour la première, on va parler d'Oracle. Donc Oracle, c'est une entreprise plutôt connue, hein, c'est un éditeur de logiciels américain et un constructeur de matériel informatique. C'est une boîte qui est énorme, hein, il faut garder en tête que c'est une société qui fait un peu plus de 37 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 100 000 salariés au niveau monde, 11 000 rien que sur l'IMIA. Sur ces 11 000 salariés, il y a plus de 4 200 commerciaux terrain. Donc les commerciaux terrain qu'on appellera aussi durant cette présentation les commerciaux field. Donc ce sont ceux qui sont dans nos entreprises et que nous connaissons bien. Donc ils vont visiter les clients et closer des deals. Chez Oracle, vous avez aussi, en plus de ces 4200 commerciaux terrain, près de 1400 commerciaux sédentaires, qu'on appelle aussi inside sales. Vous avez peut-être aussi entendu parler de téléprospecteurs, télémarketing, télécommerciaux. Donc ce sont ces fameuses inside sales. Et en plus de tout cela, 400 commerciaux qui sont dédiés au channel, donc à l'animation du réseau de partenaires de cet éditeur américain. Donc cette véritable armée commerciale, hein, je pense qu'on peut l'appeler que comme ça, va servir 2 principaux objectifs que sont premièrement la protection de leur base client, une société effectivement qui a plus que pignon sur rue, donc nécessairement une foule de challengers qui vont travailler, attaquer leur base donc pour récupérer des projets ou récupérer les références. Donc première mission, maintenir l'existant, et deuxièmement, prospecter.
Alors c'est vrai que pour des boîtes de cette taille-là, on se dit toujours que la prospection, elle se fait plus ou moins avec le nom, quand on s'appelle Oracle, IBM, Microsoft ou même Google. On peut penser que la prospection est un non-sujet. Écoutez, figurez-vous que j'ai été extrêmement surpris de m'apercevoir que c'est justement dans ces entreprises-là que la prospection a été la plus industrialisée, la plus outillée, la plus processée. Et c'est peut-être aussi pour cela que c'est peut-être la prospection qui est la plus efficace. En tout cas, c'est plus qu'un objectif, c'est le sujet principal des commerciaux dans cette entreprise. Acquérir de nouveaux clients, vendre de nouvelles solutions. Une telle offre finalement, parce que Oracle va travailler sur l'ensemble finalement des problématiques que les clients peuvent rencontrer, fait que les commerciaux sont amenés à travailler avec l'ensemble des métiers, l'ensemble des directions de l'entreprise. Donc là, on parle vraiment, pour ce premier exemple, d'une organisation extrêmement lourde, avec une granularité au niveau de l'organisation commerciale qui est très forte. C'est pour cela que la deuxième organisation que nous allons traiter, Neolane, qui est un éditeur de logiciels français, une merveilleuse réussite à la française, puisque cette entreprise a été récemment rachetée pour près de 600 millions de dollars par un groupe américain, Adobe, qui est également un éditeur de logiciels. Donc Neolane, c'est une entreprise qui est spécialisée donc, dans les solutions marketing. C'est près de 200 salariés en France et 300 dans le groupe. Sur ces 200 salariés français, vous avez près de 10 commerciaux terrain et 5 commerciaux sédentaires, plus une personne qui est dédiée donc, à la relation avec les partenaires. Ils travaillent, la mission de ces commerciaux, bien entendu, est principalement orientée sur la prospection et dans une moindre mesure dans la protection de base. Les fonctions qui vont être adressées sont principalement des fonctions marketing, e-commerce ou digital. Un petit peu l'IT, mais principalement les métiers. La troisième organisation, donc là on quitte un peu le monde de l'édition de logiciels pour aller donc dans les sociétés de services. Donc Econocom, encore une très très belle société qui a fait la une des journaux dernièrement, puisque vient de finaliser le rachat d'une société de services informatiques spécialisée donc dans l'infogérance, qui s'appelle Osiatis, qui comptait 4600 salariés, alors elle les compte toujours, je vous rassure, et donc qui, une fois fusionnée avec le groupe Econocom, réalise une société qui fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 8300 salariés, dont 500 commerciaux terrain, qui adressent tous les secteurs d'activité des marchés sur lesquels ils sont positionnés, j'entends marché par pays. Bien entendu, une activité de prospection extrêmement forte et de protection de base qui commence à être de plus en plus importante. Un grand nombre de challengers arrivent sur le marché. Historiquement, des directions financières étaient adressées donc, par les commerciaux d'Econocom. Les nouvelles tendances, le cloud, la mobilité, la volatilité des décideurs, aujourd'hui ils sont un petit peu disséminés partout dans l'organisation, ils sont plus que dans l'IT, ils sont aussi dans les directions métiers, dans les directions commerciales, les directions marketing, donc ce qui amène naturellement Econocom à travailler de nouveaux interlocuteurs. En dernier, SQLI Group. SQLI Group, donc c'est une société de services spécialisée dans les problématiques de e-commerce et les projets qui tournent autour du digital. C'est une des plus belles sociétés, une des plus grosses références qui traite donc ces sujets-là chez ses clients. C'est une société qui fait près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1800 salariés, dont 120 commerciaux terrain en France et en dehors de France. 5 inside sales, alors ce qui est assez rare dans le domaine des sociétés de services, et 8 commerciaux donc dédiés à la gestion des partenaires, alors cette fois-ci des partenaires technologiques, donc des éditeurs de logiciels, comme peuvent l'être par exemple des Oracle ou des Neolane. Ils vont travailler beaucoup les fonctions IT, de par l'historique de leur métier, mais sont de plus en plus tournés vers les directions marketing et e-commerce afin de parfaitement aligner leur stratégie tournée vers les problématiques, les sujets, les projets e-commerce et digitaux vers leurs clients. Donc ces 4 organisations, même si elles sont très différentes, de taille
pas forcément similaires, avec des process différents aussi, se sont toutes posé la question, il y a près de 2 ans pour certaines, de se dire finalement pourquoi aujourd'hui notre prospection est moins efficace. Pourquoi aujourd'hui on transforme peut-être moins de deals. Et ils en sont arrivés à la conclusion que finalement les décideurs avaient changé. Historiquement, on sait que les projets IT, ça se passait avec la direction IT et tout allait bien dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus de 30% des projets IT se passent en dehors et sans consultation de l'IT. Ce qui fait que toutes ces sociétés-là ont été obligées, sont arrivées à la conclusion qu'il fallait aussi travailler, prospecter d'autres directions. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça nécessite de mettre en place de nouveaux process, d'utiliser de nouveaux outils. Ce sont des métiers qu'on ne touche plus de la même façon. Les bons vieux salons réservés aux DSI ou aux directeurs de production informatique, elles vont forcément pas attirer des directeurs commerciaux ou des directeurs marketing. Donc il a fallu trouver de nouveaux canaux, de nouvelles méthodes. Et ce sont des sociétés qui ont eu très tôt cette volonté de intégrer des solutions, aussi bien au niveau du marketing que des équipes commerciales, pour augmenter l'efficacité de leur prospection, excusez-moi du terme, taper plus large, et augmenter leurs chances de closing. Donc, toutes ces sociétés, à des niveaux très différents, tendent vers un process un peu idéal, une organisation, certes peut-être utopique, mais qui serait la référence et qui permettrait d'adresser le plus efficacement son marché. Et c'est ce que nous voyons donc dans ce schéma. Alors ce schéma, on reprend un peu les thèmes de l'actualité. Vous voyez, on a nous aussi mis des nuages pour rester dans le cloud computing. Schématiquement, on voit donc tout en haut, nous avons l'organisation marketing. On descend dans l'organisation inside sales, donc les commerciaux sédentaires, et on finit donc par les commerciaux channel, donc la courroie de transmission avec les partenaires, et les commerciaux terrain, les field sales. Alors essayez d'imaginer une petite minute ce schéma comme un entonnoir, le fameux entonnoir qu'on connaît tous, le entonnoir commercial où au début on commence large et en bas on finit assez resserré. En général on met la prospection en haut et le closing en bas. Imaginez que c'est exactement la même chose. Donc en haut de cet entonnoir vous allez avoir le marketing. Alors le marketing, sa mission première, c'est de générer des leads. Donc des leads, ce sont des pistes, des suspects, peu importe comment on les appelle, qui vont être transmis aux commerciaux pour être qualifiés. Pour réaliser cette mission, le marketing aujourd'hui peut organiser des événements, organiser des campagnes de mail, traquer l'activité sur votre site internet, mettre à disposition des webinars, comme nous le faisons aujourd'hui, mettre en place des systèmes de formulaires, des questionnaires, des contenus, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui va permettre à des contacts, à des potentiels suspects de s'intéresser à vos offres ou à vos services. Donc après, pour les organisations les plus avancées, elles ont carrément mis en place des outils dits de marketing automation. Alors derrière ce mot barbare, il faut imaginer que ce sont des solutions qui intègrent des process complexes qui vont permettre, par exemple, de identifier des contacts, des suspects les plus intéressants par rapport à votre business, de les évangéliser, de les éduquer automatiquement et pour vous, de leur pousser les bons contenus, de les relancer au bon moment, pour les amener à un niveau de maturité qui sera suffisant pour que le commercial puisse prendre la main et carrément traiter l'opportunité. On ne sera plus dans qualifier bien le contact ou le prospect. Là, on arrive sur quelque chose de mature où il faut vérifier si derrière il y a une opportunité, un projet, et donc le faire rentrer vraiment dans le processus commercial. Alors c'est génial, parce que ça nous évite quand même d'aller adresser le marché complet, de passer 800 coups de fil par jour. Ce sont des outils qui automatiquement vont nous amener cette information-là. Donc ça, c'est vraiment la mission du marketing. Donc une fois que cette mission est réalisée, donc une fois qu'ils ont finalement généré des leads, ces leads-là vont passer à l'organisation, donc au niveau du dessous, l'organisation inside sales. Donc comme on l'a vu précédemment, les inside sales, ce sont les fameux commerciaux sédentaires, donc ce sont des commerciaux qui travaillent à distance, qui présentent plein d'avantages, on va en parler juste après, mais eux, leur mission, grosso modo, c'est premièrement
de qualifier les leads, identifier les opportunités, travailler les différents contacts de l'organisation pour, selon la taille de l'opportunité, peut-être réaliser un plan de compte ou une power map. En tout cas, à minima, identifier l'ensemble des décideurs et des influenceurs liés à l'opportunité, parce qu'aujourd'hui, il faut bien garder en tête qu'il y a un décideur dans un compte, ça n'existe plus. Aujourd'hui, à minima, les décisions se prennent à 3 dans la plupart des organisations de bonne importance. Donc si vous avez rencontré qu'une personne, vous avez potentiellement 2 tiers de chances que le deal soit pris par un autre. Donc leur objectif à eux aussi, c'est de mapper le compte. Alors, on verra juste après que ces inside sales, selon comment est organisée l'entreprise, peuvent directement closer le deal, donc aller jusqu'à la finalisation de l'opportunité, ou alors vont passer la main aux commerciaux terrain, donc les field sales, qu'on retrouve juste en dessous. Donc les field sales, leur métier, c'est de closer des deals, de sécuriser la relation avec les contacts donc liés à l'opportunité qualifiée un peu plus haut, c'est de travailler selon la taille de compte sur des plans de compte, sur peut-être des organigrammes, des power maps. J'entends power map par finalement tous les décideurs et influenceurs d'un deal et d'une organisation. Et leur mission sera aussi, une fois la première vente effectuée, de faire ce qu'on appelle de l'upsell, donc de vendre de manière verticale dans l'organisation les différents services ou les différents produits de la société, ou alors du cross-sell. Alors ça peut être et ou, c'est pas obligatoire que dans un sens. Donc du cross-sell, donc est une approche un peu plus horizontale, c'est vendre le même service ou produit à d'autres services de la société, d'autres BU, d'autres lobes, etc. Vous avez donc un peu en retrait à droite, alors ils ne le sont pas du tout dans l'organisation, je vous rassure, les channel managers, donc les commerciaux qui sont dédiés à la relation avec les partenaires. Alors les partenaires, si vous êtes éditeur, ça sera effectivement plutôt des sociétés de services ou des intégrateurs qui vont revendre vos solutions et proposer un ensemble de services autour de vos solutions. Et selon si vous êtes société de services, ce sont des personnes qui vont assurer la relation avec les éditeurs. Alors, ces channel managers, forcément, eux aussi, ils vont bénéficier de des actions marketing, des leads qui pourraient les intéresser, parce que le channel manager, c'est aussi son rôle d'attribuer des leads aux partenaires pour les fidéliser, les motiver, mais c'est aussi son rôle de remonter des leads que les partenaires auraient pu identifier. Parce que eux aussi, vos partenaires, qu'ils soient technologiques ou sociétés de services, ils travaillent les comptes, ils travaillent des interlocuteurs, et ils sont amenés effectivement à lever des projets. Alors après, parfois ça va être vous, parfois ça va être un de vos concurrents. Donc plus le channel manager sera présent, actif et motivant avec ses partenaires, plus vous avez de chances de récupérer le lead. Donc voilà, ça c'est vraiment big picture, c'est l'organisation vers laquelle il faudrait tendre. Alors après, bien sûr, avec toujours un petit peu de tuning selon votre organisation et votre positionnement, mais en tout cas, c'est une organisation qui s'adapte parfaitement aux sociétés de services, aux intégrateurs, aux constructeurs ou aux éditeurs de logiciels. On va faire un zoom maintenant sur l'organisation commerciale et particulièrement sur les inside sales et un petit peu aussi sur les commerciaux terrain, bien que les commerciaux terrain, ce sont des populations qui sont mieux connues puisque présentes dans toutes les entreprises du marché. Les inside sales un peu moins, et c'est pour ça aujourd'hui je tiens à faire un focus sur cette organisation qui est diablement efficace et qui aujourd'hui se répand de plus en plus dans nos métiers. Donc les inside sales, les commerciaux sédentaires, donc ce sont des commerciaux qui vont travailler à distance. Alors bonne nouvelle pour les dirigeants qui participent à ce webinaire, ce sont des commerciaux qui vous coûteront moins cher parce qu'ils ne se déplacent pas. Et deuxièmement, qui vont être capables de prendre peut-être plus de rendez-vous, de qualifier plus d'opportunités, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas besoin de faire un aller-retour à la Défense ou chez ses clients, on peut gagner plusieurs heures par jour, surtout dans les bouchons. Donc pendant ce temps-là, ils peuvent passer des coups de fil, ils peuvent travailler leur compte, donc c'est une démarche en général qui est assez rentable. Alors ces inside sales, la première question qu'on va se poser, c'est de quoi on parle, ils viennent d'où, est-ce que c'est un métier qui a encore été inventé par nos amis américains?
Alors, j'ai envie de vous dire oui, hein, parce qu'aujourd'hui, les inside sales, c'est vrai que c'est un modèle qui est un peu né aux US. Alors là-bas, c'était un modèle qui était assez naturel, puisque la géographie est très différente. Hein. C'est vrai que quand on travaille à Los Angeles, on ne va pas forcément faire un crochet en fin de journée à New York pour un rendez-vous de fin d'après-midi. Donc le travail à distance, c'est naturellement répandu aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous avez aux États-Unis plus d'inside sales que vous avez de commerciaux terrain. C'est un modèle qui arrive en force depuis plus d'une quinzaine d'années, hein, c'est Oracle qui l'a un peu mis en place en Europe, qui arrive en force en Europe et qui peuple aujourd'hui de plus en plus les éditeurs de logiciels et qui commence à débarquer dans certaines sociétés de services. Donc, est-ce adapté à mon business? Alors, la première question à se poser, c'est déjà, qu'est-ce que c'est mon business? C'est sûr que si vous adressez des aciéries ou des communes dans le secteur public, peut-être que la démarche inside sales n'est pas nécessairement la plus adaptée, parce que les décideurs ne sont pas habitués à ce type d'approche, ils ne vont pas forcément apprécier que le deal soit entièrement traité à distance. Maintenant, c'est juste une question d'évolution des mentalités. Comme vous le savez aujourd'hui, le télétravail, même chez nos clients, il se démocratise de plus en plus. On installe des salles de vidéoconférence, des solutions de web meeting et de téléconférence à foison chez tous nos clients, chez tous nos prospects. Donc le travail à distance, c'est plus quelque chose qui est tabou aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment chez nos clients. Donc la majorité des clients ou des prospects ne sont plus choqués aujourd'hui d'avoir une première interaction avec vous par téléphone, par web meeting, donc à distance. La deuxième question qui est à poser, c'est peut-on qualifier une opportunité à distance? Donc, est-ce qu'on peut qualifier les décideurs, les notions de budget, les notions d'engagement, de périmètre? Est-ce qu'on peut réellement qualifier une opportunité à distance, ou alors est-ce que ça nécessite encore systématiquement un déplacement? Alors, la réponse à cette question, c'est oui. Évidemment, on peut aujourd'hui, et ça qu'on soit éditeur de logiciels ou qu'on soit société de services, on peut qualifier une opportunité à distance. Si vous ne me croyez pas, faites l'exercice dans votre organisation et regardez comment vos commerciaux terrain réalisent cette qualification. Et vous serez surpris que énormément le font déjà naturellement à distance. Parce que quand ils se déplacent en rendez-vous, ils veulent maximiser leur impact chez le client. Ils veulent avoir un maximum d'informations pour ne pas se déplacer pour rien. Parce qu'un déplacement chez un client, c'est rapidement une demi-journée de perdu. Et vous le savez, les commerciaux, on a quand même beaucoup de sujets à traiter et on n'a jamais le temps. Donc aujourd'hui, vos commerciaux terrain le font déjà. Sauf que votre commercial terrain vous coûtera peut-être 2 fois plus cher qu'un inside sales. Donc pourquoi finalement ne pas mettre en place une organisation qui a minima des inside sales qui qualifierait toute cette information pour le commercial terrain, lui permettant de se concentrer uniquement sur le travail de l'opportunité, le travail des contacts et le closing des deals. Et donc ça amène une troisième question. Très bien, je mets en place une organisation inside sales. Comment je les objectifs? Comment est-ce que je leur demande de closer des deals? Donc je leur mets un objectif en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que je les mesure aussi par peut-être un objectif de rendez-vous? Alors à cette question, je vais vous répondre par des exemples clients. Il y a 2 réponses qu'on trouve chez la plupart de nos clients. Vous avez d'un côté des inside sales qui ont un objectif de chiffre d'affaires, qui vont closer des deals, donc ils vont aller vraiment jusqu'au bout du travail de l'opportunité. Donc là, le moyen de les mesurer est assez simple. Hein. Et de l'autre côté, par exemple Neolane, dont on a parlé un petit peu plus haut, eux, ils sont objectivés au nombre de rendez-vous qu'ils vont prendre, mais attention, les rendez-vous qui seront validés pour leurs objectifs seront uniquement si le commercial terrain qui réalise le rendez-vous valide la présence d'une opportunité. C'est bien parce qu'au moins ça les oblige à prendre des rendez-vous qualifiés et ne pas envoyer les commerciaux au casse-pipe, hein, clairement. Vous avez une troisième catégorie d'inside sales qu'on va retrouver pour les éditeurs de logiciels dans les organisations les plus abouties, et qui pour les organisations qui aujourd'hui n'ont peut-être pas encore mis en place d'équipes de commerciaux sédentaires, ça pourrait être une première step intéressante. Il s'agit des profilers. Alors les profilers, c'est des inside sales qui n'ont pas réellement d'objectif.
C'est des commerciaux sédentaires qui vont être en charge de réaliser des plans de compte, de qualifier les contacts en termes de décision, de positionnement dans l'entreprise, qualifier donc dans un premier niveau les leads qui rentrent avant de les passer aux commerciaux terrain. Pourquoi je dis que ça peut être une bonne entrée en matière dans le monde de l'inside sales pour la plupart des sociétés, et pourquoi c'est une catégorie d'inside sales qui se prête parfaitement à l'ensemble des sociétés qui travaillent dans le high-tech, les sociétés de services, les constructeurs, enfin tous les acteurs de ce marché, parce que finalement, comme on l'a vu précédemment, aujourd'hui, vos commerciaux terrain, bien que vous préfériez qu'ils se concentrent sur le closing et sur le travail des comptes, aussi aujourd'hui, ils font du profiling, ils vont trouver des contacts, ils vont mapper. On va le voir un petit peu plus loin, ils vont utiliser plein de sources extrêmement chronophages pour réaliser ce travail-là, alors que vous pourriez avoir une organisation 2-3 fois moins coûteuse, qui a des méthodes, qui a des techniques, qui sait faire ça, qui le fait à longueur de journée. Non seulement ils seront plus efficaces, mais en plus ils permettront à vos commerciaux de se concentrer sur finalement ce pourquoi vous les avez embauchés, closer des deals, donc faire jouer aussi leur expérience, leur seniorité. Alors, quand on parle de commerciaux inside sales et de commerciaux terrain, et que certains prennent des rendez-vous pour d'autres, on se pose la question de est-ce que cette organisation inside sales doit être attachée aux commerciaux terrain? Alors oui, en général, on constate quand même que les inside sales, alors c'est évident quand ils sont profilers ou quand ils prennent des rendez-vous pour les commerciaux terrain, évidemment ils sont attachés aux commerciaux terrain, mais aussi quand ils ont des objectifs de chiffre d'affaires. Et en général, l'inside sales aura un périmètre, qu'il soit en termes de territoire géographique ou en termes de périmètre de compte, donc les comptes nommés, peut-être que les comptes de la banque, peut-être 3 comptes, peut-être toute une industrie. Ils sont rattachés aux commerciaux terrain pour travailler en collaboration. Parce que parfois, quand l'opportunité est trop importante, trop stratégique, il est quand même mieux de la passer à un commercial terrain qui va aller travailler l'opportunité directement chez le client. Alors tout ça amène une dernière question, c'est comment finalement fixer son cut. À quel moment cet inside sales qui a un objectif commercial va passer la main au commercial terrain? Alors ce cut, vous avez 2 règles qu'on retrouve partout. La première règle, c'est un découpage géographique ou par compte. Imaginez que votre commercial terrain soit en charge des comptes BNP Paribas et Société Générale, et que l'inside sales va être en charge de tous les deals dans ces comptes-là qui concernent les filiales. Si le deal prend une dimension groupe, il remonte au commercial terrain. Et les deux touchent. Là, il faut prévoir du double booking pour pas que l'inside sales garde des projets petits, pour pas que ça lui glisse des mains. Le deuxième cut, en général, il est sur le montant. Donc le montant, c'est très aléatoire chez le cut, c'est-à-dire passer à un certain niveau, à un certain montant de deal, on passe au commercial terrain. Alors comment fixer son cut? Si on parle au niveau montant, il n'y a pas de règle. Chez Oracle, le cut, il est à 250 000 $. Chez Salesforce, il est à près de 200 000 $. Essayez d'imaginer quand même, jusqu'à 200 000 $, on travaille à distance. C'est incroyable. Vous avez des sociétés françaises, par exemple, comme Talend, c'est un éditeur de logiciels. Le cut est à presque 70 000 euros, excusez-moi. Et même chez nous, chez Ecosystem, en dessous d'un certain montant, on travaille exclusivement à distance. Alors ce cut, j'ai envie de dire, il faut mettre en place une démarche un peu empirique quand on arrive, quand on met en place, quand on cherche un peu son cut. Déjà, il faut essayer de réfléchir à tous les deals qu'on a pu faire à distance et essayer de faire une cote un peu mal taillée pour fixer un premier palier. Et puis ensuite, il faut essayer de pousser le modèle de plus en plus loin pour voir jusqu'à où, sans mettre en danger le deal par le manque de présence physique dans le compte, on peut closer un deal. Donc cette organisation Inside Sales aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus, aussi bien dans les sociétés de services et qui est assez éprouvé dans le domaine des éditeurs de logiciels et qui est diablement efficace. Mais bien entendu, qui nécessite une organisation très structurée, très organisée, des outils, des CRM, parce qu'il faut piloter tout ça, parce que l'Inside Sales ne va pas travailler un compte ou un deal par an, il va vraiment travailler sur du volume, donc il faut pouvoir mesurer, piloter toute l'activité. Mais c'est aussi valable pour les commerciaux terrain. Donc les commerciaux terrain, dont on va parler juste après. Alors,
C'est un modèle un peu plus traditionnel que vous connaissez tous, donc je ne m'étendrai pas trop sur le sujet. Les commerciaux terrain, en général, ils sont organisés par territoire. Alors les territoires, ça peut être encore une fois des territoires géographiques, ou alors sur des comptes nommés ou des industries nommées. En général, c'est principalement soit pour les plus grosses organisations sur des comptes nommés, ils ont une liste de comptes, 3, 4, 12, 15 comptes, ou alors sur des industries. Un commercial spécialisé banque, assurance, finance, un commercial sur le retail, les consumer goods, etc., le secteur public, etc., etc. Donc la question, c'est de se poser aussi, finalement, cette organisation Inside Sales qui est géniale, avec derrière du marketing qui leur pousse des leads à foison, finalement, est-ce que les commerciaux terrain, il m'en faut plus ou il m'en faut moins? Encore une fois, malheureusement, j'aimerais vous apporter une réponse qui soit absolue, mais il n'y en a pas. Chez un Salesforce, vous allez avoir 3 fois plus d'inside sales que de commerciaux terrain, et c'est l'inverse chez un Oracle, chez Google principalement des commerciaux inside sales. Donc la règle finalement, c'est déjà commencer par mettre en place son organisation inside sales et la rendre cohérente finalement avec la réponse du marché. Si vos insights vous rapportent beaucoup plus que ce qui vous coûte et que le ratio est plus intéressant que sur des commerciaux terrain, peut-être que la question est à se poser. Est-ce qu'on ferait mieux de garnir encore notre équipe Inside Sales ou alors notre équipe Field? Après, ça dépend de votre stratégie. Si vous souhaitez adresser des grands comptes et travailler uniquement sur des big deals, effectivement, vous aurez plus de commerciaux terrain que de commerciaux Inside Sales. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Tout dépend de votre business, de votre position ou de votre stratégie. Donc, on voyait tout à l'heure dans cette image parfaite le marketing qui vous génère des leads, il n'y a plus besoin de prospecter, c'est terminé d'appeler dans le dur. C'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que c'était une vision un peu utopique, certes, vers laquelle il faudrait tendre, mais encore une fois, qui reste utopique. Cette perfection n'existe pas. Et je vais vous dire, même les éditeurs, même les sociétés les plus performantes dans l'application de ce modèle, performantes, on va parler de boîtes comme Google, comme Salesforce, comme Oracle, qui a juste racheté plusieurs milliards de dollars une solution qui s'appelle Eloqua, qui est une solution de marketing automation, donc autant vous dire qu'ils connaissent le sujet. Mais même eux n'arrivent pas à générer suffisamment de leads, donc ce qu'on appelle des inbound, donc les leads qui sont poussés par le marketing. Et même ces sociétés-là vont chercher plus de 50% de leurs leads. Donc on va appeler les outbound. Alors c'est quoi les outbound? C'est le travail de prospection, de bouche à oreille qu'effectuent nos commerciaux, qu'ils soient terrain ou sédentaires. Donc ils vont eux-mêmes, de par leur travail, aller chercher de nouveaux leads en dehors du process standard. Standard, autrement celui défini dans l'image du début. Alors, comment ces commerciaux, terrain ou sédentaires, vont chercher ces outbound? Alors, rien de surprenant quand vous allez lire ces différents points, ils utilisent tout ce qui est à leur disposition. Et le web, pour ça, est un formidable outil, extrêmement riche, trop riche. Il y a un nouveau terme à la mode, c'est l'infobésité. Je pense qu'il est assez évocateur. Donc, les commerciaux vont lire énormément de sources. Ils vont lire de la presse pour détecter des besoins, comprendre la stratégie de la société, trouver de nouveaux interlocuteurs par des nominations et autres sujets. Ils vont suivre et retravailler leurs comptes existants, donc faire de l'upsell, du cross-sell. Ils vont faire du ciblage par référence client. Si vous avez mené un merveilleux projet chez Renault, il y a quand même des chances que ça intéresse des boîtes comme Forestia ou PSA qui pourraient avoir potentiellement les mêmes problématiques. Donc on va faire du ciblage par référence client. Ils vont, alors ça pour les plus aguerris, travailler par recommandation de leurs clients vers les prospects. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des sociétés telles que Salesforce qui ont véritablement industrialisé ce process de recommandation de clients vers des prospects. Et c'est plus qu'efficace, parce que imaginez que quand ils adressent un prospect, systématiquement, ils proposent à ce prospect d'être mis en relation avec un client qui est dans le même secteur, qui a accepté de témoigner, qui a la même problématique, et qui va lui expliquer comment ça s'est bien passé dans son entreprise. La décision, elle est quand même facilitée à la fin pour le prospect. Il est rassuré. Ça vaut du Magic Quadrant de Gartner.
Ils vont travailler aussi les interlocuteurs, leurs clients qui changent de job, qui vont vers des nouveaux comptes. Alors, parfois, il y en a beaucoup qui passent à la passoire, hein, mais bon, quand ils y arrivent, c'est vrai qu'un client qui est satisfait de votre travail sera content de travailler avec vous chez un nouveau prospect. Et plus basiquement, ils vont aussi travailler sur des bonnes vieilles listes de prospection. Alors, on parle plus trop des pages jaunes, hein, mais bon, aujourd'hui, des listes de A à Z dans les bons vieux fichiers Excel, achetés ou hérités, oui, ça se pratique encore. Alors ça marche, hein, de moins en moins, mais ça marche. Et puis, bon, ils vont travailler aussi sur les réseaux sociaux pour trouver des contacts, des forums, des groupes, etc. Alors tout ça, c'est génial, c'est super, sauf que vos commerciaux, ils n'ont pas 2 ou 3 heures par jour à faire que ça. Donc forcément, ils vont le faire de manière un peu opportuniste, pas forcément de manière exhaustive, ils vont louper de l'information, se lasser, et finalement, toute cette data-là, est-ce qu'ils vont l'exploiter au maximum? C'est un petit peu c'est une réflexion qu'on a eue quand on a créé Aiko il y a quelques années, à coup de sueur et de sang et de développement, près de 3 ans de développement pour créer Aiko, c'est de se dire finalement il y a plein de sources d'informations que les commerciaux utilisent. On va imaginer une solution qui va agréger toute cette information et qui, selon le business du client, qu'il adresse des DSI, des directions marketing, qu'il adresse les banques, qu'il adresse le retail, va lui présenter les informations qui sont les plus pertinentes, les plus digérées possibles pour qu'il ne se concentre que sur la crème de toute cette data-là. Donc la volonté, ce n'était pas de faire un simple agrégateur, il y a plein de solutions qui font de l'agrégation de données, sauf que c'est bien, c'est agrégé. Par contre, il faut encore tout se taper, il faut tout lire, il faut tout vérifier, il faut tout analyser pour en retirer la substantifique moelle. Donc Aiko, c'est ça, c'est une application, on va essayer d'imaginer une application qui va analyser toutes ces informations, et selon votre business, qui va vous remonter immédiatement les principaux décideurs ou influenceurs que vous devriez adresser dans votre compte. Qui va vous remonter aussi de l'actualité par événement. Si vous êtes principalement sur des projets de transformation ou d'harmonisation de systèmes d'information, quand 2 boîtes fusionnent, c'est clairement une opportunité à déclarer. C'est une solution qui va vous permettre aussi de joindre plus facilement les décideurs, en évitant à vos commerciaux d'aller taper des requêtes alambiquées sur Google dans l'espoir de trouver des mails ou des téléphones, qu'on peut faire aussi ce travail-là pour vous de manière industrielle, mais aussi vous donner tous les moyens modernes d'adresser les décideurs. Par exemple, par recommandation de votre réseau professionnel ou des commerciaux de votre entreprise, parce que c'est ce que j'appelle le syndrome machine à café. On n'est pas à l'abri d'avoir un avant-vente ou un collègue qui connaît parfaitement le décideur, sauf que la plupart du temps, on l'apprend 6 mois plus tard, après avoir bien perdu le deal, à la machine à café. Je pense qu'on a tous vécu, c'est assez rageant. Et puis Aiko, c'est aussi une solution qui vous génère des alertes. Imaginez, votre client, le décideur chez votre client, il change de job, il change d'entreprise, vous avez un beau mail le matin qui tombe pendant le café, ce fameux café, avec le changement de job. Il n'y a plus qu'à prendre le téléphone, on lui passe un petit coup de fil, il est super content, vous êtes peut-être le premier à le féliciter, et vous serez peut-être aussi, vous, les premiers qui consultera quand il aura besoin de changer des choses, ou d'acheter des services ou des nouveaux produits dans sa nouvelle organisation. Ça, c'est clé. Donc une fois finalement qu'on a optimisé la prospection, on a ouvert l'entonnoir un peu plus haut en haut, il faut aussi l'ouvrir en bas, parce que c'est bien de prospecter plus, mais si on ne close pas plus, on n'a rien gagné. Donc Aiko aussi, c'est une solution qui va leur permettre à nos utilisateurs, donc aux commerciaux, tout au long du process de décision, qui peut être plus ou moins court, les sociétés, on est sur du 12-18 mois, d'identifier les personnes clés dans le compte, en identifiant automatiquement les forces en présence dans ce compte. Peut-être parce que votre manager connaît un des décideurs, il peut peut-être vous aider. Peut-être parce que votre partenaire travaille aussi ce compte-là, c'est même sûr. Donc il y a peut-être de l'information à reboucler. À 2, on est plus fort que tout seul. Le tout, c'est de le savoir. Mais c'est aussi, tout au long du process, être notifié des actions des concurrents. Quels sont les nouveaux contacts qu'ils rencontrent? Quels sont les nouveaux rendez-vous qu'ils font? S'ils ont rencontré plus de décideurs que vous dans le compte, vous êtes en risque dans votre deal. Et puis bien sûr, c'est nourrir en permanence le commercial d'actualité. Parce qu'un deal qui dure 12 mois, il peut s'en passer des choses dans la vie d'une entreprise. Si elle est rachetée, le deal est peut-être mort. Si le décideur est parti,
et que vous la prenez trop tard, alors qu'il y avait une nomination qui est tombée dans la presse, ça aussi, ça peut mettre à terre votre deal. Donc c'est des informations sur lesquelles il faut absolument faire levier pour adapter sa stratégie d'attaque du compte. Donc c'est vraiment ça qu'on fait dans la solution AECO, qui est une solution qui est dédiée aux commerciaux du marché high-tech pour toutes les problématiques de prospection et de travail des opportunités. Je vous l'avais promis au tout début de vous partager le retour d'expérience et les success stories qu'on a pu avoir chez 2 clients avec lesquels j'ai eu et j'ai encore la chance de travailler aujourd'hui. Il s'agit pour le premier d'Oracle, qui est une de nos plus belles références, un compte avec lequel on travaille depuis maintenant presque 2 ans, qui fait face à une concurrence extrêmement importante, qui l'attaque de toutes parts, sur toutes leurs offres. Donc ils sont challengés en permanence et doivent non seulement prendre des parts de marché, mais en plus garder leur compte, ne pas se faire trop finalement récupérer leurs références, leur compte par la concurrence. Donc c'est une société qui a compris très tôt, malgré tous les outils, parce qu'attention, une boîte comme Oracle, ils ont tous les outils qu'on peut imaginer, ils ont tout essayé, ils ont des budgets monstrueux, ils ont du marketing automation, ils ont des campagnes de leads, ils achètent des leads à des sociétés de prestation de services, ils ont des bases de données dans tous les sens. Bon, à la fin, ils en sont arrivés au même constat, c'est que c'est génial tout ça, sauf qu'on arrive au premier problème, qui est trop d'infos n'est pas utilisé par le commercial. Trop d'infos tue l'info. Donc ils en sont arrivés à une conclusion de se dire, déjà, premièrement, on a trop d'infos, les commerciaux ne les utilisent pas. Deuxièmement, les décideurs, ils sont de plus en plus éclatés dans l'organisation. Il faut rencontrer de plus en plus de monde pour réaliser des projets qui se passent dans l'IT, hors de l'IT, etc. Et en plus, il y a de plus en plus de décideurs. Les budgets se resserrent, donc ils sont plusieurs à décider. Donc comment garder notre efficacité, maintenir notre croissance il y a 2 solutions, soit on embauche plus de commerciaux, mais ça coûte cher, soit on met des outils qui vont automatiser un maximum la recherche et la remontée d'informations. Donc bien entendu, ils ont mis en place tout ce qu'on peut imaginer sur du marketing automation et de la notoriété, mais surtout, ils ont mis en place différentes méthodologies, process, et la solution AECO, donc sur le périmètre aujourd'hui Europe exclusivement. Donc bien sûr, c'est pas uniquement AECO qui fait que Oracle croît chaque année, ça serait plus que prétentieux. C'est l'ensemble de toutes les actions qu'ils ont pu mener, aussi bien au niveau de la formation, des nouveaux process, des méthodos, du CRM, mais aussi du marketing et des outils mis à disposition des commerciaux, dont AECO. Donc aujourd'hui, Oracle, c'est une société pour laquelle on travaille avec un peu plus équipé à ce jour 200 inside sales et 500 commerciaux terrain en Europe. On est encore en train d'en équiper un peu plus de 500. Immédiatement, ils sont rentrés dans cette démarche de traiter les alertes commerciales remontées par AECO, travailler les contacts et les comptes avec toutes les informations qui peuvent être mises à leur disposition par la plateforme. Et écoutez, en quelques semaines, en quelques mois, on a eu un retour sur investissement qui a été très important, de près de 300 fois. Donc, en traduction, c'est $1 investi dans AECO, c'est $300 de CA supplémentaires. Alors, je vous l'accorde, ils travaillent quand même sur des gros deals et des offres. Les montants sont assez substantiels, mais les résultats ont été là. Et aujourd'hui, sur le déploiement qu'on a effectué aussi bien auprès des équipes Inside Sales et commerciaux de terrain, on en est non seulement à une efficacité accrue, mais à plusieurs millions de dollars de pipe générés et de deals closés. Donc c'est un véritable succès. Alors certes, il y a eu tout un process d'accompagnement, d'amélioration des méthodologies de vente, etc. Mais aujourd'hui, le résultat est là et la démarche, on continue à déployer la solution de plus en plus large sur le périmètre Europe. Et on a grand espoir, effectivement, d'un jour devenir un des partenaires peut-être clés dans l'action commerciale d'Oracle. En tout cas, moi je le souhaite, pour mes objectifs et mon pipe, ça m'arrangerait. Donc pour la deuxième société dont je voudrais vous parler, et je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'accélérer. SQLI Group, donc comme on l'a vu au tout début, société de services informatiques spécialisée donc sur les sujets de e-commerce et les projets digitaux. Eux, c'est une belle société française qui a opéré un véritable virage il y a plus de 2 ans, qui a compris que certains métiers, certaines offres qu'elle pouvait commercialiser étaient de moins en moins rentables,
il y avait de moins en moins de valeur ajoutée. C'est vrai que nos clients nous font une guerre des prix, et c'est vrai que si le projet n'est pas ultra stratégique, vont tenter de vous faire brader vos ressources. Ils ont fait un véritable virage pour aligner leur organisation en restructurant leur action commerciale, en se dessaisissant de peut-être certaines filiales ou certaines organisations. Ils ont fait un véritable virage pour s'aligner avec leurs objectifs, devenir l'acteur de référence. Ils le sont aujourd'hui sur les métiers du e-commerce et des projets digitaux. Donc très rapidement, ils ont mis en place des méthodos, ils ont mis en place un CRM qui est, je peux vous garantir, militarisé, et ça fonctionne. Et très rapidement, ils ont commencé à regarder un peu les outils qui pouvaient exister pour, plutôt que d'embaucher de nouveaux commerciaux, mieux les équiper, leur donner toutes les armes pour mieux travailler leur compte. On a mis en place un pilote en décembre 2012 et on a eu vraiment, ça a été fulgurant. On a eu des commerciaux effectivement qui étaient extrêmement sensibles et matures, qui au bout de 15 jours, on a eu des résultats excellents à tel point que la décision a été prise très rapidement, au 1er janvier 2013, de déployer la solution sur l'ensemble du groupe, en France, en Île-de-France, en province, à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un outil qui est utilisé uniquement pour trouver des contacts, c'est vraiment un outil qui est utilisé par certains commerciaux comme une solution stratégique pour attaquer un compte. Imaginez, vous allez vendre un projet digital ou e-commerce, vous utilisez Aiko premièrement pour savoir avec quel éditeur on avance, parce que quand il y en a 3, on se doute bien que le client il a peut-être une préférence. Donc quel est l'éditeur qui a le plus travaillé le compte? Quels sont les concurrents que j'ai en face? Comment je vais adapter mon offre, mon discours, parce que je les connais, hein. On connaît nos concurrents, on sait ce qu'ils vendent, comment ils le vendent, là où ils sont forts, là où ils sont pas forts. Donc quand vous savez ce que vous avez en face, c'est pas pareil dans votre argumentaire. Et ils vont aussi utiliser Aiko pour savoir, les décideurs, ils connaissent qui chez mes clients, pour, de manière tout à fait désintéressée, hein, entre parenthèses, pour que nos clients puissent aussi porter la bonne parole auprès de ses prospects. Toutes ces actions menées en parallèle, je peux vous garantir que le taux de closing sur ces équipes-là, qui ont mis en place ce process, a été multiplié, je ne peux pas vous communiquer les chiffres, mais en tout cas a énormément augmenté, et aujourd'hui ils gagnent de plus en plus de projets, et les projets sont de plus en plus importants. Donc c'est vraiment un merveilleux succès, et je suis ravi parce que c'est une très belle entreprise française de l'accompagner encore aujourd'hui dans le déploiement de notre solution au sein du groupe. Nous avons terminé, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de rester vraiment en surface, parce qu'on aurait pu y passer des heures, vous voyez on a déjà dépassé de 15 minutes l'objectif. Je serai bien entendu, on va passer à la session de questions-réponses. Toutes ces organisations qu'on a pu voir se sont posées à l'époque les bonnes questions, en tout cas des questions que vous vous posez vous également. Je serai ravi d'échanger avec vous de manière individuelle sur ces différents sujets, puisque c'était une démarche un peu généraliste, mais bien sûr selon votre organisation, selon vos problématiques, l'approche sera différente, elle nécessite un peu de tuning. Donc vous avez mes coordonnées, vous avez reçu pas mal de mails pour que vous soyez bien aujourd'hui au rendez-vous lors de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail pour qu'on puisse échanger sur le sujet, et je serai ravi au passage d'avoir votre retour sur ce témoignage, sur comment finalement quelles sont les meilleures organisations commerciales du marché high-tech. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.